All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve cette semaine pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le week-end dernier a eu lieu la DragonCon 2017 où s'est déroulée une séance de questions-réponses avec Disco Lando, Community Manager, et David Haddock, écrivain en charge du lore pour CIG. On le savait déjà, si les autres races aliens ont une apparence aussi proche des humains, c'est pour que leurs vaisseaux respectifs puissent être pilotés par des humains. Ils espèrent faire des aliens au look un peu plus exotique grâce aux espèces sur les planètes en développement dont l'écosystème sera légalement protégé. Vous aurez votre réputation personnelle et la réputation de votre organisation. Selon les missions et les gens à qui vous vous adresserez, ces deux réputations pourront avoir des conséquences sur la confiance qu'on va vous accorder. C'est leur plan pour le moment, mais ils précisent que c'est vraiment pas définitif. Ça pourra soulever des questions au moment de commettre certains actes. Qui est-ce qui sera bien ou mal vu? De qui est-ce que je mets la réputation en jeu? Juste moi ou mon organisation à qui ça plaira peut-être pas? Évidemment, la question sera plus complexe face à des joueurs. Certains auront une dent contre vous, juste contre vous, et d'autres voudront faire payer d'autres membres de votre organisation qui n'y sont pour rien. David Haddock n'a pas l'air bien chaud à l'idée de créer des entreprises criminelles qui déclareraient ouvertement produire des vaisseaux pour des pirates, car ça poserait des problèmes d'équilibrage. Il préfère rester sur l'idée de Drake, une entreprise dont les dirigeants savent très bien que leurs vaisseaux sont utilisés à des fins de piraterie et qui en profitent sans jamais vraiment l'assumer publiquement. Un spectateur a demandé comment il comptait rendre le lore plus accessible pour les joueurs qui viennent juste découvrir le projet. Haddock n'a pas eu l'air d'avoir de réponse hormis lui proposer d'aller lire et regarder les lore posts, il a seulement dit qu'ils doivent les réorganiser pour qu'ils soient plus accessibles. Une personne dans le public a demandé pourquoi après la 2.6.2 ça leur a pris des semaines avant de sortir le planning de la 2.6.3. Il dit avoir travaillé sur beaucoup de projets avec des méthodologies de gestion différentes et il s'étonne de voir que CIG ne sait pas ce qui est prévu pour la prochaine mise à jour quand ils viennent d'en déployer une. Haddock lui répond qu'ils savent ce qu'ils aimeraient voir dans les prochaines mises à jour, même après la 3.0, mais avec les feedbacks des joueurs et les corrections qui s'imposent entre temps, ça vient souvent bousculer leur planning. Pour ceux que ça intéresse, CIG utilise les logiciels Jira, Microsoft Project et Confluence. À une question assez inaudible d'une personne dans le public à propos du Lumberyard, Haddock et Lando répondent qu'ils ne sont pas les personnes les plus compétentes sur ce sujet, mais répondent que le partenariat avec Amazon n'a pas vraiment consisté en un changement de moteur, mais plutôt en un partage de technologie. Disco Lando nous apprend que le modding est toujours prévu, ils vont essayer de faire des releases où certains contenus du jeu seront modifiables, car je cite, on veut tous avoir la version Star Wars de Star Citizen. Un des participants a demandé comment ça se passerait pour avoir des serveurs privés. Lando a confirmé que l'idée n'est toujours pas abandonnée étant donné que c'est l'une des premières choses promises par le projet. Le problème c'est que le scope du jeu a bien changé depuis 2012, donc ils ne savent pas à quel point ils pourront nous permettre de privatiser Star Citizen, et si la solution retenue pourra nous permettre de tout faire, et si elle sera assez robuste. Mais on n'aura pas de réponse avant un moment car leur priorité avant de s'occuper de ça, c'est de finir le jeu. On pourra peut-être piller des épaves de très vieux vaisseaux qui ne sont plus du tout en circulation. Si ces vaisseaux ne doivent pas être faits intégralement et surtout s'ils n'ont pas besoin de voler, Haddock répond que c'est plutôt envisageable. Ils le font en fait déjà avec des morceaux de station spatiale. Je ne sais pas si on le savait déjà, mais le Crucible, qui permettra de réparer des petits vaisseaux se posant dans sa baie, pourra aussi réparer des vaisseaux capitaux comme le Bengale, mais j'ai pas vraiment compris comment. Une autre question intéressante à propos du système de criminalité, comment le jeu va gérer la réputation d'un joueur qui tirera le premier pour empêcher qu'on lui vole ses biens? Sera-t-il marqué comme agresseur et les vrais coupables comme victimes, qui pourront du coup se défendre légitimement sans voir leur criminalité augmenter? Visiblement pour le moment ils savent pas trop. Lando explique que c'est clairement une mécanique de jeu qu'ils veulent faire évoluer de façon itérative au fil des mises à jour grâce au retour des joueurs. Pour commettre un crime sans témoin, ça sera un peu plus compliqué que de le faire dans une zone non surveillée par un com-arrêt. Il y aura aussi des enregistrements dans la boîte noire des vaisseaux. Ils ont des projets à ce niveau-là et ils vont voir ce que ça donne. Pas de date pour la vue tactique des flottes de vaisseaux, c'est quelque chose dont s'occupera le studio Turbulent en temps voulu, mais pour l'instant il y a beaucoup plus important à faire. Une personne dans le public a demandé s'il sera possible de découvrir des nouvelles planètes et y poser ses propres outposts. Disco Lando a dit qu'il ne pouvait pas répondre à cette question et qu'il faudrait se contenter du large sourire sur son visage. La personne dans le public lui a dit, en plaisantant, d'utiliser le mot de passe banane si jamais c'était un sujet sur lequel il ne pouvait pas parler. Ce à quoi Lando a répondu banane plusieurs fois. Ils ne se souviennent pas avoir vu quoi que ce soit de fait concernant la planète Terre. En revanche, on apprend un truc intéressant à propos de la planète Terra, dans le système du même nom. Vous vous souvenez du bureau de Los Angeles? Une des pièces a une tapisserie représentant Terra. Et cette image, on apprend que c'est pas un artwork, c'est du in-engine. Pourquoi? Parce qu'au départ, Terra était censée être la première zone d'atterrissage, jusqu'à ce qu'il change d'avis et parte sur le système Stanton. Donc pour l'instant, Terra est mis en pause, et il confirme que rien n'est fait concernant la Terre. Ils n'ont pas commencé à travailler sur les mécaniques de jeu vis-à-vis de l'eau, donc ils ne peuvent pas dire si les vaisseaux couleront. Des vaisseaux programmables de sorte à ce qu'ils vous suivent afin que vous puissiez faire un convoi de marchandises à vous tout seul? C'est non. Dès le départ, Chris a précisé qu'il ne voulait pas de ce genre de choses, car ils veulent forcer les joueurs à travailler et à s'organiser. Même chose pour les drones, il n'y aura pas de pilote automatique, il faudra les contrôler. Un joueur a demandé si à la sortie du jeu, on pourrait être potentiellement le premier humain à rentrer en contact avec la civilisation Kartak. Lando a répondu que c'est pas quelque chose qui sera possible dès les premiers jours, parce que scénaristiquement parlant, c'est quelque chose de trop important pour que ce soit trouvable comme ça par hasard, peu de temps après la sortie du jeu. Mais Haddock a répondu que c'est quand même quelque
chose qui sera potentiellement découvrable par un joueur. Un participant a demandé comment ça se passera si on capture une créature d'une planète et qu'elle ne supporte pas l'oxygène du vaisseau ou d'une autre planète. Ils n'ont pas de réponse à ce sujet, mais on va y revenir un peu plus tard. Une personne dans le public demande si les véhicules terrestres vont pas finir par être utilisés seulement dans les zones interdites de vol. Lando explique que la dernière fois qu'il a lancé la 3.0, il pilotait un Gladius et il ne se rendait pas compte de la vitesse à laquelle il allait, jusqu'à ce qu'un outpost apparaisse dans son champ de vision et se retrouve derrière lui en moins de 2. Il aurait presque pu le manquer s'il n'avait pas été attentif. Donc clairement, pour aller vite d'un point A à un point B sur une planète, les vaisseaux seront les moyens les plus efficaces, et vous allez clairement passer à côté de l'aspect exploration et découverte. Surtout que les véhicules terrestres comme les rovers seront mieux équipés notamment au niveau des scanners que les vaisseaux spatiaux. Je rajouterais personnellement qu'utiliser un vaisseau spatial dans l'atmosphère ne sera peut-être pas aussi rentable qu'un véhicule terrestre à cause de la consommation de carburant et le coût que ça représente. Ils n'ont encore rien fait au niveau des bases souterraines et sous-marines car c'est pas une priorité pour le moment. Pouvoir jouer les autres races aliens est toujours d'actualité, sauf pour les Vanduul, mais pour l'instant la priorité à ce niveau-là est de rajouter ces races dans le jeu en tant que PNJ. Ils n'ont pas vraiment de plan concernant des véhicules terrestres qui ressembleraient à des mechas, même si certains développeurs aiment bien l'idée. La technologie Render to Texture pourra peut-être être utilisée comme caméra de recul si jamais le besoin se fait sentir sur certains vaisseaux. Enfin, on a eu quelques images de la motojet d'origine, le X1. Et je vais passer sur le Citizen of the Stars car on n'y a pas vraiment appris de nouvelles infos intéressantes et qu'il y a bien plus d'infos intéressantes sur le reste de la semaine. Mardi, un lore-post mettait en scène une sorte de talk-show suivi d'une interview du lieutenant Davante Lee. Il était dans un Argo MPUV non armé près de Virgile 1 à faire du transfert de marchandises vers une corvette Polaris nommée le Montgomery, quand la flotte dont il faisait partie a subi une attaque Vanduul. En quelques secondes, le Montgomery s'est enflammé et est tombé vers Virgile 1, dont l'atmosphère est toxique. Le lieutenant Lee a alors pris la décision de suivre le Montgomery pour essayer de secourir d'éventuels survivants. Les Vanduul ont trouvé le site du crash peu après lui et ont commencé à arroser l'épave du Montgomery, dont une tourelle était toujours fonctionnelle et autour de laquelle les survivants ont commencé à se regrouper pour se défendre. Le reste de l'interview raconte comment il a mené l'évacuation au milieu des gaz toxiques et des tirs des Vanduul qui débarquaient, en faisant 3 allers-retours vers la lune la plus proche afin d'évacuer les 21 survivants du crash. A mon avis, c'est une petite mise en bouche d'une mission de Squadron 42. Petit mot de la fin, je pense que le nom de la corvette Polaris est un petit clin d'œil à Mass Effect, car Bernard Montgomery, c'est un militaire anglais assez célèbre qui a justement servi en Normandie. Mais c'est peut-être moi qui extrapole un peu trop. Mercredi, une petite vidéo nous a expliqué l'histoire du système Chronos. Celui-ci est assez inédit car il abrite le chantier d'un monde artificiel. Dans le lore de Star Citizen, il y a eu une période durant laquelle l'Empire humain a connu une expansion rapide en terraformant des planètes à tout va. Ça a causé des massacres sur des planètes qui abritaient la vie, ce qui nous a collé une sale réputation auprès des autres civilisations aliens. Après ça, le gouvernement humain s'est mis en tête de créer une planète artificielle pour ne plus recourir à la terraformation. Sauf que ça a coûté plus d'argent et pris beaucoup plus de temps que prévu, notamment parce que des architectes du projet tapaient dans la caisse, et le projet a perdu tout soutien de la part de l'opinion publique. Du coup, ça devient un sujet politique. Certains sénateurs accusent le projet d'être un gouffre à pognon responsable d'une série de crises financières et proposent que son budget soit voté chaque année plutôt que de toujours lui accorder une somme donnée. A mon avis, ça sera un prétexte pour nous faire nous intéresser aux décisions politiques dans le jeu, parce que ça aura régulièrement un impact sur la demande de certaines matières premières. Jeudi, on a eu droit à un nouvel épisode de Burn Down. Matthew Webster nous y explique qu'en ce moment pour les développeurs, il y a vraiment des jours avec et des jours sans. Parfois ils peuvent corriger un bug en quelques minutes et d'autres jours, traquer un bug va être un véritable cauchemar et le corriger va prendre des jours tellement ses effets de bord sont nombreux. Ben Parry nous montre un bug graphique lié à l'utilisation des lens flares et des nuages volumétriques. Ces deux éléments jouent sur les effets de lumière et au moment de certains calculs, ça pouvait demander des divisions par zéro ou des racines de nombres négatifs, ce qui causait ces artefacts graphiques. Par contre, pour corriger le bug, il a juste eu à définir une variable à 1 via la console, et si j'ai bien compris, ça a changé un des vecteurs utilisés dans certains calculs responsables du bug, et voilà. J'ai pas tout compris et je crois que je suis pas tout seul. Max Hung dit qu'ils ont dû retravailler sur la vitesse de rotation des tourelles pour les vaisseaux et les rovers. Une nouvelle fonctionnalité permettra de manipuler la tourelle et viser le temps qu'elle démarre. Tobias Johansson nous parle d'un bug un peu idiot où les joueurs mouraient de manière aléatoire dans les outposts. Vous voyez ces cubes bleus? Ils ont été un peu surélevés pour la démo, mais c'est les zones de l'outpost où l'oxygène est présent. Et comme ces cubes ne sont pas reliés, l'oxygène finissait par disparaître. La première solution imaginée était de prendre ces volumes d'air respirables, les coller et les agrandir. Sauf que ça aurait permis de respirer à l'extérieur en étant collé contre le mur. Du coup, il a fallu reprendre ces volumes et ne pas en faire de simples cubes, mais leur faire épouser la forme des murs et des portes. L'émission nous parle ensuite du système d'endurance et d'oxygène. Le système mis en place au départ était plutôt vite fait mal fait. Vous avez sûrement tous essayé de passer dans un sas sans enfiler votre casque et subi une mort instantanée. Dan Troffin évoque avec le sourire les joueurs qui sont parvenus à contourner ça via des bugs de collision et qui se sont trouvés en caleçon dans le vide spatial. Pour la 3.0, ils se sont attelés à une vraie version de ce système, mais deux choses devaient d'abord être accomplies. Le système permettant de placer des volumes d'air dans les pièces, mais aussi adapter les portes, les sas et les ascenseurs pour assurer une circulation de l'air cohérente.
Le système d'oxygène va fonctionner comme en vrai. Si vous êtes dans un volume d'air respirable, comme une pièce avec de l'oxygène, ou tout simplement votre combinaison avec votre casque, chaque fois que votre personnage va respirer, une fraction d'oxygène du volume d'air respirable va être consommée et remplacée par du CO2. Et s'il n'y a plus d'oxygène disponible, vous vous étoufferez. Votre casque aura également de quoi chasser les gaz toxiques dans les atmosphères irrespirables. D'ailleurs, vu à quel point ils partent vraiment loin, ça m'étonnerait pas que dans quelques mois on apprenne que les plantes de notre hangar aident à transformer le CO2 en oxygène. Je suis sûr qu'ils vont nous annoncer un truc comme ça. Et ils vont faire en sorte que porter sans arrêt votre casque soit handicapant et ait un coût pour vous forcer à devoir le récupérer si votre environnement commence à se dépressuriser. Vous pourrez vous renseigner sur l'état de l'atmosphère autour de vous via votre Mobiglass, mais ça on le savait déjà. Vous consommerez plus d'endurance avec une grosse armure et des gros flingues qu'avec du matos léger. Sprinter, marcher, sauter, vous accroupir consommera de l'endurance et donc de l'oxygène. Ça va même jusqu'aux escaliers qu'il vaudra mieux descendre que monter si vos réserves d'oxygène sont basses. Ils veulent vraiment nous forcer à réfléchir à nos actions et rendre le jeu punitif pour ceux qui feront n'importe quoi. Sprinter 30 secondes avant d'aller vers un combat, votre personnage sera essoufflé et votre précision et votre recul seront catastrophiques par rapport à quelqu'un qui est arrivé plus calmement. Vous régénérez de l'endurance en marchant, mais le mieux sera encore de ne pas bouger. Dan évoque 2 chiffres à prendre avec des pincettes, rien faire pendant 2 heures ou sprinter pendant 10 minutes pourrait vider vos réserves d'oxygène et causer votre mort. L'endurance pourra être utilisée de façon instantanée, lors d'un saut, ou progressive avec un sprint ou si vous retenez votre respiration. Ils avaient réussi à trouver un équilibre à tout ça avant de prendre en compte les armures et les armes. Sauter en armure lourde avec un railgun sur Jupiter ne consomme pas la même quantité d'endurance que sur la Lune. Certaines actions nécessiteront donc un niveau d'endurance minimum pour être effectuées. Pour vous aider à bien repérer l'état de votre personnage, des effets vont apparaître. Ils ont dû rajouter des effets visuels, modifier des animations, rajouter des sons de respiration, modifier le tremblement des armes, etc. Mais ils doivent s'assurer par exemple que saigner et être essoufflé en même temps, ce qui réduit la luminosité, ne va pas complètement ruiner votre expérience de jeu. Ils se servent d'un module de gestion des dégâts pour s'assurer par exemple que les différents dégâts sur votre personnage vont bien se cumuler et être transmis sur le réseau. Et ils vont se servir du même système pour définir des règles afin que ces différents effets visuels soient plafonnés et que ça reste jouable. Et vous savez quoi? Tout sera lié. Prenez une balle dans le bras et ça affectera le recul de vos armes. Prenez une balle dans la jambe et ça diminuera votre vitesse de course et augmentera votre besoin en endurance. Une balle dans le torse et ça réduira votre capacité d'endurance et de régénération. Philip Pierce Smallwood, sound designer, nous explique ensuite son rôle dans tout ça. Alors d'avance pardon, mais à partir de là, le montage de l'émission est un véritable cauchemar pour épileptiques, donc désolé si ça vous saute aux yeux, mais c'est vraiment pas de ma faute. On apprend pendant ce passage que le rythme cardiaque sur le Mobiglass sera synchronisé avec les sons de respiration du personnage, et que Philippe a lui-même enregistré les sons de respiration, d'une inspiration toutes les 3 secondes jusqu'à 3 respirations par seconde. Bon, il a failli s'évanouir plusieurs fois pendant le processus, mais un bon sound design c'est quand même plus important. Ah oui, et il y a 2 jeux d'assets audio différents, l'un pour le pilotage et l'autre pour le combat à pied. Pour la respiration durant les combats spatiaux, ils ont même été jusqu'à enregistrer le son que font les pilotes de chasse quand ils bloquent leur glotte lors des cycles de respiration qu'ils font pour augmenter leur tolérance aux forces G. Si ça vous intéresse, ça fait partie de la technique AGSM. Alright, flex those legs, take a deep breath. Ready. Okay, camera complete. 7.7 on that one, Zay. Nice work. Bref, tous ces assets audio seront utilisés en fonction de votre santé, vos efforts, l'atmosphère autour de vous, la situation de combat dans laquelle vous vous trouvez, les forces G que vous subirez, etc. Et chose assez étonnante, c'est le système audio qui contrôle le cycle de respiration, qui lui-même impacte les animations. C'est assez inédit car normalement le boulot d'un sound designer n'influe pas sur d'autres composants du jeu. Pour le futur, on apprend que le Mobiglass pourra être upgradé pour scanner l'état de zones distantes et savoir si l'air y est respirable. Aussi, les portes vous indiqueront l'état de l'air de l'autre côté, mais ça sera votre problème si vous décidez d'ouvrir une porte qui donne sur le vide spatial. Concernant le système de respiration qui affecte le personnage, Dan précise que ça pourrait très bien être étendu à des tas d'autres choses comme être empoisonné, bourré, malade, irradié, subir des malaises après des dépressurisations trop violentes, et ça pourrait nous créer des quêtes où on devrait chercher des médecins in-game. Leur but ultime dans tout ça est l'intégration avec les autres races aliens, et que vous soyez obligé de penser aux besoins physiologiques des occupants de votre vaisseau. L'émission Happy Hour du vendredi a réuni les community managers des différents studios pour une série de questions-réponses sur Twitch, et voilà un petit résumé de ce qu'on y a appris. Les combinaisons spatiales auront toutes la même capacité d'inventaire, mais ils vont les différencier plus tard. Dans la 3.0, les zones comme Grimex et Port-Olisar seront peuplées par des PNJ dotés d'un début d'intelligence artificielle. Les nouveaux vaisseaux qui sont assurés d'être dans la 3.0 sont les suivants: l'Aurora retravaillé, le Cutlass Black retravaillé, le Dragonfly, le Nox, le Ursa Rover, le Constellation Aquila et le Prospector. Quant au Reclaimer, il n'est pas fini. Les Cutlass Blue et Red sont en cours de création par Josh Coons et il attaquera le Constellation Phoenix une fois qu'il aura terminé. Le rework de la série 300i est prévu pour décembre, mais c'est pas garanti qu'il tienne cette date.
Désolé pour les fans du Merchantman et du Karak, mais le travail dessus n'a toujours pas commencé. Enfin, on aura des nouvelles informations sur l'Origin X1 d'ici peu de temps. Pour finir, le nombre de bugs restants est passé de 94 à 76 avant la sortie de la 3.0 pour les Evocati, et le financement participatif a passé la barre des 159 millions de dollars. Et malheureusement, c'est probablement plus Mark Abent qui présentera les épisodes de Bugsmatcher le mercredi, car il est maintenant le responsable hiérarchique de la moitié des développeurs du studio de Los Angeles. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir regardé jusque là, et je vous dis à samedi prochain citoyens.